Il n'y a pas si longtemps, Trump s'est fait tirer dessus, mais il n'a pas eu de répit depuis. Depuis, son vice-président, J.D. Vance, est devenu plus impopulaire, et Joe Biden s'est retiré pour soutenir Kamala Harris, qui gagne sérieusement du terrain sur Trump dans les sondages, et avec d'anciens alliés contre lui, Trump pourrait bien craquer sous la pression. Trump, après son assassinat manqué. Imaginez, la Convention nationale républicaine de 2024 à Milwaukee, l'air plein d'anticipation, la foule bourdonnante d'énergie. Mais il ne s'agit pas d'un simple rassemblement politique. Il s'agit de la première apparition publique de Donald Trump après un incident choquant qui a failli lui coûter la vie. Quelques jours auparavant, la nation avait retenu son souffle collectif lorsque M. Trump avait été transporté au Butler Memorial Hospital à la suite d'une fusillade. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Le pays a attendu avec impatience les dernières nouvelles, avant d'être finalement informé par un porte-parole des services secrets qui a confirmé que M. Trump était sain et sauf. À 21h30, son cortège a quitté l'hôpital en direction de l'aéroport international de Pittsburgh. Aux premières heures du 14 juillet, il a atterri à l'aéroport international de Newark Liberty dans le New Jersey et s'est retiré au Trump National Golf Club Bedminster. La sécurité a atteint des niveaux sans précédent à la fois à la Trump Tower et à la RNC. Pendant toute une semaine, l'état de santé de Donald Trump a été entouré d'un voile de mystère. Nous savions que sa guerre était fichue, mais c'était tout. Quelques mises à jour du représentant Ronny Jackson, son ancien médecin, le 20 et le 26 juillet, n'ont fait qu'accroître l'intérêt des gens. La nation est restée dans l'expectative, avide de réponses sur l'étendue de ses blessures et les détails de son traitement. Et puis, le 15 juillet est arrivé. Trump est apparu sur la scène de la RNC, un bandage recouvrant de façon spectaculaire toute son oreille droite. C'était un spectacle tout droit sorti d'un thriller hollywoodien. Le public a sursauté. En signe de solidarité, les participants ont commencé à arborer de faux bandages d'oreilles, transformant la convention en une mer d'unité symbolique. La foule s'est mise à vibrer lorsque M. Trump est monté sur le podium. Son discours était plein d'émotions, en particulier lorsqu'il a rendu hommage à Comperator, un pompier qui participait au rassemblement et dont l'uniforme avait été mal orthographié Compertor. M. Trump a apporté l'uniforme sur scène et a embrassé le casque de M. Comperatore. Cependant, l'une des choses les plus intéressantes qui se sont produites après la fusillade a été l'évolution spectaculaire du marché boursier. Les actions des intérêts de Trump dans les médias et la technologie ont grimpé en flèche. Cela s'explique par le regain de confiance des investisseurs dans les perspectives politiques de Donald Trump. Le Trump Media and Technology Group a connu une hausse étonnante de 31%, catapultant sa valeur de marché à 7,7 milliards de dollars. Les principaux titres de crypto-monnaies, dont Coinbase et les mineurs de Bitcoin, Riot Platform et Marathon Digital, ont bondi de 11% à 18%. Même Rumble, la plateforme de partage de vidéos préférée des conservateurs, a enregistré une hausse de 21%. Même si la fusillade a failli le tuer, à ce moment-là, Trump était au sommet du monde et sur toutes les lèvres. Mais le propre de la politique, c'est que les choses peuvent changer en une seconde. Les images du moment où il a été abattu, capturées par le photojournaliste de l'Associated Press Evan Vucci, sont devenues virales. Le monde entier a vu Trump, l'oreille ensanglantée, taper du poing et dire « Fight !» alors que les agents des services secrets le protégeaient. Mais le drame ne s'est pas arrêté là sur la scène du rallye. En fait, il ne faisait que commencer. Kimberly Cheatle, directrice des services secrets, a démissionné en raison des vives critiques suscitées par les défaillances de la sécurité lors du rassemblement. Le président Joe Biden a ordonné un examen indépendant du dispositif de sécurité. Il a condamné les violences et a appelé à une réduction de la rhétorique politique incendiaire, soulignant l'importance d'un discours politique pacifique. Rappelez-vous, j'ai dit qu'en politique, les choses peuvent changer rapidement. Il y a toujours quelque chose de nouveau au coin de la rue. Il y a toujours quelque chose de brillant qui entre dans le cycle des nouvelles. Mais qu'est-ce qui choquerait les gens autant que le fait que Trump ait failli être assassiné? Le président Joe Biden se retire de la course électorale et une femme noire. La vice-présidente Kamala Harris devient la favorite du ticket démocrate. Je reviendrai plus en détail sur ce point dans les dernières parties de cette vidéo, mais Trump est maintenant confronté à une forte pression. Il a passé 4 ans à être la principale opposition à Biden, et maintenant quelqu'un de nouveau vient bousculer les choses et son camp doit totalement revoir sa stratégie. Mais ce n'est pas tout. Apparemment, Google a récemment fait l'objet d'un examen minutieux pour une omission controversée. Des utilisateurs ont découvert que lorsqu'ils tapaient des phrases liées à la tentative d'assassinat de Donald Trump dans la barre de recherche de Google, la fonction d'autocomplétion ne proposait aucun résultat. Cette absence singulière a rapidement attiré l'attention des médias sociaux, notamment de personnalités comme Donald Trump Jr. et un membre du Congrès du Texas, qui ont partagé des captures d'écran et accusé Google d'ingérence délibérée dans les élections. En règle générale, lorsque les utilisateurs recherchent des termes liés aux tentatives d'assassinat d'anciens présidents américains tels que John F. Kennedy ou Ronald Reagan, la saisie semi-automatique de Google propose des suggestions pertinentes. Toutefois, lorsqu'il s'agit de Donald Trump, aucune suggestion de ce type n'apparaît.
Trump Jr. a affirmé qu'il s'agissait d'une ingérence électorale intentionnelle de la part de Google pour favoriser Kamala Harris lors des prochaines élections. Un porte-parole de Google a réagi en déclarant « Aucune action manuelle n'a été entreprise sur ces prédictions » et a expliqué que leurs systèmes sont conçus pour empêcher les prédictions de la saisie semi-automatique associées à la violence politique. Malgré cette explication, la question s'est enflammée sur les médias sociaux et pourrait même donner lieu à une enquête du Sénat, le sénateur Roger Marshall ayant annoncé son intention de se pencher sur la question. Nombreux sont ceux qui considèrent qu'il ne s'agit pas d'un simple problème technique. Ils pensent qu'il s'agit d'un signe de la manière dont les grandes entreprises technologiques pourraient subtilement influencer l'opinion publique et les résultats des élections. L'affirmation de Trump Jr. selon laquelle Big Tech essaie à nouveau d'interférer dans l'élection pour aider Kamala Harris a vraiment mis ses partisans en émoi. Dans les jours qui ont suivi la découverte, de nombreux utilisateurs ont reproduit la recherche, confirmant les affirmations initiales. Le représentant du Texas, Chip Roy, s'est également joint à la conversation, partageant ses captures d'écran et validant le problème avec la légende Can Verify. La tentative de Google d'expliquer la situation n'a guère calmé le scepticisme. Les critiques affirment que cet incident s'inscrit dans un schéma plus large de partialité et de censure, notamment en ceux qui concernent les sujets politiquement sensibles. Mais qu'en pensez-vous? Le Post a également effectué une recherche partielle et complète sur Biden Assassination Attempt et a observé que ces termes ne déclenchaient pas non plus de suggestion de la méthode de la saisie semi-automatique. Bien qu'il ne s'agisse pas typiquement d'une tentative d'assassinat, il convient de noter qu'en mai 2023, Sai Varshid Kandula, un néo-nazi présumé, a conduit un camion U-Haul loué contre les barrières de sécurité de la Maison-Blanche, déclarant son objectif de tuer le président si c'est ce que j'ai à faire. Il est vrai qu'être président est un métier dangereux, mais cela n'empêche pas les politiciens de se battre de toutes leurs forces pour accéder à ce siège. Et pour l'instant, l'élection de 2024 se présente comme suit. Trump contre Kamala. Lorsque le président Joe Biden a annoncé qu'il ne se représenterait pas et qu'il a soutenu la vice-présidente Kamala Harris, la course à la présidence est passée d'un face-à-face entre deux hommes blancs à un concours entre M. Trump, 78 ans, et Mme Harris, 59 ans, qui pourrait devenir la première femme et la première personne de couleur élue à la présidence. Presque immédiatement, Mme Harris a commencé à faire face à des attaques fortement axées sur sa race et son sexe. Donald Trump s'est montré particulièrement virulent dans ses attaques. Il a rabaissé Mme Harris en la qualifiant de bête comme ses pieds et en se moquant de son rire qu'il a qualifié de fou. Dans des interviews et des messages sur les réseaux sociaux, M. Trump a également mal prononcé son nom, utilisant ces tactiques pour saper sa crédibilité et son attrait. Dans une interview récente, M. Trump a affirmé que le seul avantage de Mme Harris était son sexe, suggérant que si elle n'était pas une femme, elle n'aurait aucune chance. Ce type de rhétorique est très similaire à la campagne de Trump contre Hillary Clinton en 2016, au cours de laquelle il a remis en question ses qualifications et s'est moqué de sa voix et de son apparence. Il a affirmé que le succès de Mme Clinton était dû au fait qu'elle était une femme, et non à son expérience ou à ses compétences. De même, Trump et ses alliés attaquent maintenant Harris non seulement pour ses politiques, mais aussi pour son identité. D'autres républicains se sont joints à eux, faisant écho aux sentiments de M. Trump. Par exemple, le député Tim Burchett a qualifié Mme Harris de vice-présidente DEI en référence aux initiatives de diversité et d'inclusion sur le lieu de travail que de nombreux conservateurs critiquent. Les critiques ont utilisé cette expression pour remettre en question le mérite de Mme Harris, suggérant qu'elle a été choisie pour son identité plutôt que pour ses qualifications. Tout comme Mme Clinton a dû faire face à un examen minutieux de son sexe, Mme Harris est confrontée à un mélange de critiques fondées sur la race et le sexe. L'idée derrière ces crimes est de s'assurer que ses qualifications et ses dossiers sont éclipsés par ses attaques personnelles. Mais attention, avant de devenir vice-présidente, elle a été procureure générale et sénatrice de Californie. Pourtant, son opposition la qualifie d'employée du DEI. Mais le camp de Trump n'est pas le seul à attaquer Kamala. Pour ces deux-là, c'est une voie à double sens. Kamala Harris a présenté sa campagne contre Donald Trump comme une bataille entre un procureur chevronné et un criminel. S'appuyant sur son expérience dans le domaine de l'application de la loi, elle a présenté son travail passé de lutte contre les prédateurs, les fraudeurs et les tricheurs comme une preuve de sa capacité à défier Trump, qu'elle a qualifié d'escroc. Mais ce n'est pas tout. Dans son nouveau rôle de candidate démocrate présomptive, Mme Harris a balayé une récente plainte déposée par la campagne de M. Trump auprès de la Commission électorale fédérale, FEC. Selon cette plainte, Mme Harris ne devrait pas être autorisée à reprendre les fonds de la campagne du président Biden, qui disposait d'environ 95 millions de dollars à la fin du mois de juin. La campagne de M. Trump a qualifié les actions de Mme Harris d'agression financière éhontée, affirmant qu'il pourrait s'agir de la plus grande violation de l'histoire américaine en matière de financement de campagne. L'équipe de Mme Harris a rejeté ces allégations en les qualifiant d'allégations juridiques sans fondement
destiné à distraire les républicains pendant que les démocrates se concentraient sur la mobilisation des bénévoles et la rencontre avec les électeurs. Pendant ce temps, Trump a poursuivi ses attaques personnelles contre Harris sur Truth Social. Cependant, il est intéressant de noter que si les remarques de Trump sur Kamala sont plus subjectives, les attaques de Kamala sur Trump sont plus ou moins basées sur des preuves tangibles. Trump fait l'objet d'un grand nombre d'affaires judiciaires en cours et a même été reconnu coupable dans certaines d'entre elles. Par exemple, son procès civil pour fraude à Manhattan est devenu désordonné. Les déboires civils de Trump. Le procès pour fraude civile de l'ancien président Donald Trump à Manhattan met de plus en plus à l'épreuve son célèbre comportement serein. Le procès, qui a débuté en octobre 2023, concerne M. Trump, sa société et ses deux fils aînés, Donald Jr. et Eric. Les procureurs les accusent d'avoir gonflé la valeur de propriété pour commettre une fraude à l'assurance, une accusation que Trump nie avec véhémence. Bien que M. Trump ait largement évité les salles d'audience par le passé, il était présent dans la salle d'audience de Manhattan pour ce procès. Les journalistes ont noté un changement marqué dans son comportement par rapport aux procédures judiciaires précédentes. Le jour de l'ouverture du procès, M. Trump, connu pour sa présence publique stoïque, est apparu visiblement agité. On l'a vu secouer la tête, croiser les bras et regarder fixement le procureur général de New York, Letitia James. Au troisième jour du procès, la frustration de M. Trump est devenue plus évidente. Il a montré des signes d'impatience et a exprimé son mécontentement à l'égard de la procédure. M. Trump, qui avait déjà exprimé sa frustration quant au fait que le procès se déroulait sans jury, a été particulièrement irrité lorsque le juge Arthur Engoron a fait remarquer que les formalités du procès pouvaient être assouplies. L'agacement de M. Trump était vraiment évident lorsqu'il a grommelé et croisé les bras avec colère, tout en jetant un regard au juge. Le mécontentement de M. Trump s'est accru au fur et à mesure que le procès avançait. Il s'est plaint vocalement à son avocate, Alina Habba, de l'absence de jury, exprimant sa frustration par des grognements et des gestes exaspérés. Cette frustration a été aggravée par une série de difficultés rencontrées dans la salle d'audience, notamment une ordonnance de bâillon émise par le juge Engoron, interdisant à M. Trump de parler des membres de son personnel à la suite d'une attaque sur les réseaux sociaux contre une assistante juridique. Pour ne rien arranger, l'ancien comptable de Trump, Donald Bender, a témoigné contre la Trump Organization, ajoutant à la pression croissante. Le témoignage de Bender a été considéré comme particulièrement préjudiciable, compte tenu de sa relation de longue date avec Trump. Et pendant qu'il donnait son témoignage, Trump est apparu visiblement perturbé, se plaignant de ne pas pouvoir entendre le témoin et manifestant son agitation par un langage corporel dramatique. À l'issue de ce drame, le juge a estimé que M. Trump et son entreprise avaient trompé les banques, les assureurs et d'autres parties en surévaluant ses actifs et en exagérant sa valeur nette dans les documents utilisés pour conclure des marchés et obtenir des prêts. La Trump Organization doit donc payer jusqu'à 453,5 millions de dollars d'amende. Mais il est amusant de constater qu'il ne s'agit même pas de l'affaire la plus grave contre M. Trump. Ce dernier a également été inculpé de 34 chefs d'accusation de falsification de documents commerciaux pour avoir prétendument remboursé à M. Cohen un paiement occulte de 130 000 dollars effectué à la star du cinéma pour adultes Stormy Daniels, puis avoir tenté de dissimuler les documents relatifs à ce paiement en les faisant passer pour des dépenses légales. Michael Cohen, qui était le témoin vedette de l'accusation, a failli lors d'un contre-interrogatoire rigoureux. La crédibilité de Michael Cohen, déjà vacillante, a été examinée de plus près pendant plus de 5 heures d'interrogatoire mené par Todd Blanche, le principal avocat de la défense de Donald Trump. M. Blanche a cherché à démanteler la crédibilité de M. Cohen en soulignant sa malhonnêteté passée. Il a méticuleusement présenté des journaux d'appel et des messages textuels qui contredisent les déclarations de Cohen sur une conversation cruciale qu'il prétend avoir eue avec Trump au sujet de Stormy Daniels le 24 octobre 2016. Selon les preuves présentées par M. Blanche, M. Cohen était engagé dans une autre conversation ce soir-là, une conversation portant sur des appels de harcèlement d'une adolescente de 14 ans, documentée par des messages adressés au garde du corps de M. Trump, Keith Schiller. La défense a fait valoir que le bref appel d'1 minute et demie de Cohen avec Schiller n'aurait pas pu inclure une discussion détaillée sur Daniels. Blanche a fait pression sur Cohen pour qu'il admette avoir menti lors de son précédent témoignage, dans le but de montrer que Cohen n'était pas un témoin fiable. La crédibilité de M. Cohen est déjà remise en question en raison de ses antécédents de mensonges sous serment. Son ancien avocat, Robert Costello, l'a accusé de malhonnêteté lors de son témoignage au Congrès. La défense pourrait faire appel à Costello pour remettre en cause la crédibilité de Cohen, bien que cela reste incertain. Toutefois, des experts ont critiqué l'accusation, affirmant qu'elle ne disposait pas d'un dossier solide. Jonathan Yu, professeur de droit à Berkeley, a qualifié les efforts de l'accusation de faibles, suggérant qu'il se concentre davantage sur l'attaque de la personnalité de M. Trump que sur la preuve d'un crime spécifique. Certains ont également souligné que l'accusation n'avait pas identifié l'autre crime lié à la falsification présumée de documents commerciaux. Il n'en reste pas moins que ce procès a eu un impact sur la campagne de M. Trump, puisqu'il l'a maintenu au tribunal plutôt que sur la piste électorale.
La défense reste confiante et prévoit de mettre l'accent sur les incohérences de M. Cohen. L'équipe juridique de M. Trump se prépare également à contester les théories de l'accusation, notamment en ce qui concerne la question de savoir si les paiements occultes ont violé les lois électorales fédérales. Pourtant, après tout, Donald Trump est entré dans l'histoire en devenant le premier ancien président des États-Unis à être reconnu coupable de crimes graves. Un jury new-yorkais l'a reconnu coupable des 34 chefs d'accusation retenus contre lui dans le cadre d'un stratagème visant à influencer l'élection de 2016 en versant des pots de vin à un acteur pornographique qui prétendait qu'ils avaient eu une liaison. M. Trump est resté muet à l'énoncé du verdict. À l'extérieur, les acclamations de la rue résonnent dans le palais de justice. Après plus de 9 heures de délibération, la décision était claire. Après le procès, M. Trump s'est adressé avec colère aux journalistes, affirmant que le procès était injuste et se disant convaincu que le public le soutiendrait lors des prochaines élections. Et pour la plupart, ses partisans sont restés à ses côtés. Ainsi, si un verdict de culpabilité n'a pas pu ébranler leur foi en lui, sa tentative d'assassinat n'a fait que renforcer leur détermination. L'assassinat qui a tout déclenché. La nuit du 13 juillet 2024 devait être placée sous le signe de la fête et de l'unité pour Donald Trump et ses partisans à Butler, en Pennsylvanie. Le rassemblement était très animé. Des chants patriotiques résonnèrent dans l'air, alors que la foule attendait l'arrivée de M. Trump. Mais quelques instants après son discours, l'événement a pris une tournure chaotique. Sans crier gare, le bruit sec des coups de feu a brisé l'atmosphère de liesse. La panique s'est répandue comme une traînée de poudre lorsque les gens ont réalisé qu'un attentat contre la vie de Trump était en train de se produire. Dans le chaos, une balle ou un fragment de balle a trouvé sa cible, frôlant l'oreille de M. Trump. Bien qu'il n'ait pas été blessé, l'événement a été très effrayant. Les services secrets, toujours vigilants, ont réagi avec une rapidité remarquable. Leur action rapide a été cruciale dans les instants qui ont suivi. Le tireur, identifié plus tard comme étant Thomas Matthew Crooks, 20 ans, a été abattu par un tireur d'élite des services secrets. En moins d'une minute, Crooks était sans vie, son plan meurtrier déjoué et les lieux du rassemblement rapidement sécurisés. Puis est venue la question suivante. Qui a bien pu essayer d'assassiner le président? Thomas Matthew Crooks était une énigme pour beaucoup de ceux qui le connaissaient. Jeune homme tranquille, sa vie semblait banale jusqu'à cette nuit fatidique. Cependant, au fur et à mesure que les enquêteurs explorent son passé, un tableau inquiétant commence à se dessiner. Crooks était un solitaire avec une obsession malsaine pour les armes à feu, une fascination qui l'éloignait de ses pairs et inquiétait sa famille. Le père de Crooks, sentant le danger grandir, avait contacté la police avant la fusillade. Inquiet du comportement récent de son fils et de sa disparition soudaine, son appel a été l'un des nombreux avertissements ignorés ce jour-là. Malgré les alertes, Crooks a réussi à se positionner à un point d'observation parfait, prêt à accomplir sa mission mortelle. L'enquête du FBI sur les activités numériques de Crooks a révélé un schéma inquiétant. Il effectuait des recherches approfondies sur les questions de santé mentale et les événements politiques. Son ordinateur était rempli d'images de personnalités, dont Trump, le président Joe Biden et le procureur général Merrick Garland. Ces constatations donnent l'impression qu'il s'agit d'un jeune homme en pleine tourmente, rongé par des idées noires et désireux de faire une déclaration violente. Le jour du rassemblement, Crooks a grimpé sur un bâtiment voisin, utilisant une unité de climatisation pour accéder au toit. De cette position surélevée, il a pu viser Trump pendant qu'il s'adressait à la foule. La police locale avait repéré M. Crooks, qui agissait de manière suspecte, environ 1 heure avant la fusillade, mais l'avait perdu de vue dans la foule des participants au rassemblement. Les autorités tentent toujours de comprendre pourquoi Thomas Matthew Crooks a commis son acte violent, mais de nouveaux détails à son sujet sont révélés. Un chef d'équipe du SWAT local a souligné qu'une meilleure planification et une meilleure communication auraient pu empêcher l'attaque. L'une des principales erreurs de sécurité a été de ne pas sécuriser un toit proche du rassemblement, que Crooks a utilisé pour tirer sur l'ancien président Donald Trump, tuant une personne et en blessant 2 autres. Les services secrets ont également échoué parce qu'ils ne disposaient pas de ressources suffisantes et qu'ils ont utilisé des stratégies dépassées. Ils n'ont pas su repérer et sécuriser les menaces potentielles comme le toit. Il est donc clair qu'une révision complète et une mise à jour de leurs procédures s'imposent. Les commentaires du chef de l'équipe SWAT montrent à quel point il est important d'améliorer la sécurité et la communication entre les forces de l'ordre afin d'éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir. Quelques jours après avoir frôlé la catastrophe, M. Trump a accordé une interview passionnante à Fox News. Avec une frustration évidente, il a expliqué que personne ne l'avait prévenu de la présence d'un tireur à l'affût. Déconcerté et furieux, il s'est demandé comment le tireur avait pu se positionner sans être repéré et pourquoi aucune alarme n'avait été déclenchée. Il est clair que M. Trump s'est senti déçu par ce manquement à la sécurité. Mais le plus important, c'est qu'au lieu de battre en retraite, M. Trump va de l'avant avec plus d'ardeur que jamais. Il est monté sur scène lors de la Convention nationale républicaine, quelques jours seulement après la tentative d'assassinat, et a prononcé un discours de remerciement électrisant de 90 minutes. La peur,
La peur ne fait pas partie du vocabulaire de M. Trump. Il a promis de continuer à organiser des rassemblements en plein air, ce qui a pour effet à la fois de rallier et d'inquiéter ses partisans. Les services secrets ont déconseillé ces événements en plein air en raison des risques accrus en matière de sécurité. Cependant, M. Trump reste inflexible. Il insiste pour rester en contact avec ses partisans en plein air, démontrant ainsi que les menaces ne l'arrêteront pas. Pour le soutenir, son colistier, le sénateur de l'Ohio J.D. Vance, a raconté une histoire passionnante lors de son discours. Il a raconté comment la maison de sa grand-mère avait été découverte avec 19 armes de poing chargées, mettant l'accent sur l'esprit américain de préparation et d'autodéfense. Les partisans de Trump se rallient à lui avec beaucoup d'énergie avec des slogans tels que « Dieu, les armes et Trump ». Sa position inébranlable sur les droits du deuxième amendement trouve un écho profond auprès de sa base. Pendant ce temps, la nation reste divisée et suit de près le débat sur le contrôle des armes à feu et la sécurité publique. Alors que M. Trump est confronté à la lourde tâche qui l'attend et qu'il profite de la poussée dans les sondages que l'assassinat lui a procuré, la Chambre des représentants a interrogé l'ancienne directrice des services secrets, Kimberly Cheatle. La démission de Mme Cheatle fait suite à une audition punitive devant la commission de surveillance de la Chambre des représentants, au cours de laquelle elle a admis avoir commis des erreurs de sécurité colossales qui ont permis à l'agresseur, Thomas Matthew Crooks, de s'approcher dangereusement de M. Trump. Malgré sa résistance initiale à se retirer, l'écrasante réaction bipartisane lui a forcé la main. Le président Joe Biden a reconnu les longs états de service de Mme Cheatle et l'a félicité d'avoir reconnu la crise pendant cette période de turbulence pour l'agence. Cheatle parti, Ronald Rowe, le directeur adjoint, a été promu à la tête des services secrets. Mais il a du pain sur la planche. En effet, la tentative d'assassinat a déclenché un examen approfondi des procédures et de l'état de préparation des services secrets. Les législateurs et les fonctionnaires se concentrent désormais sur les lacunes qui ont permis à Crooks, armé d'un fusil de type AR, d'enfreindre les règles de sécurité du rassemblement. L'attaque a tragiquement entraîné la mort d'un pompier de Pennsylvanie et blessé plusieurs autres personnes avant que Crooks ne soit maîtrisé par un tireur d'élite des services secrets. Alors que l'année électorale 2024 se poursuit, beaucoup de choses se sont produites et continueront de se produire. De l'assassinat manqué de Trump à la démission de Biden en passant par l'entrée en scène de Harris, cette année électorale a été très excitante et riche en rebondissements. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Consultez nos autres vidéos pour découvrir d'autres contenus passionnants.